السلام عليكم مرحبا بكم مرة أخرى في فضاء علوم الحياة والأرض. Bienvenue dans l'espace des sciences de la vie et de la terre. اليوم إن شاء الله nous allons envisager la leçon numéro 5. Leçon numéro 5 à travers laquelle on va essayer de comprendre l'utilité de test cross. خلينا شفنا l'intérêt d'un croisement entre deux races pures dans le cadre de la génétique formelle. En quoi ce croisement peut-il nous servir pour comprendre le mode de transmission d'un caractère sous la dépendance d'un gène? On a eu par la même occasion l'opportunité de voir à quoi sert le croisement entre deux hybrides. Aujourd'hui, nous entamons donc la leçon numéro 5, à savoir donc le croisement entre un hybride et un homozygote, soit donc le test cross. À quoi sert le test cross? Et pour commencer, on va d'abord rappeler ce que c'est qu'un test cross. C'est un croisement expérimental, généralement entre un individu issu de la F1 et un parent présentant le ou les phénotypes récessifs. Soit donc ce qu'on peut qualifier aussi de back cross ou tout simplement de croisement en retour. À quoi donc sert ce croisement et qu'est-ce qu'on peut dégager des résultats d'un tel croisement? Il est utile, bien entendu, pour vérifier la pureté génotypique d'une souche ayant un phénotype dominant, notamment dans le cadre de la sélection généalogique comme outil de la domestication des plantes. Rappelez-vous que lorsqu'on se trouve devant un caractère sous la dépendance d'un gène avec une version allélique dominante et une version allélique récessive, le phénotype dominant peut être génotypiquement homozygote ou hétérozygote. Et par conséquent, le test cross est une opportunité pour valider l'une des deux hypothèses. Dans le cadre de polyhybridisme, ce type de croisement nous permet de localiser les gènes étudiés, à savoir si les deux couples d'allèles doivent être placés sur une même paire de chromosomes ou encore placés chacun dans une paire séparée de l'autre. En d'autres termes, sont-ils liés ou indépendants? Et on verra justement que le test cross est l'outil le plus simple pour répondre à une telle question. باش نفهمو مزيان l'intérêt ديال le test cross, on va partir d'exemples. Et commençons d'abord par l'exemple de la transmission d'un seul gène avec un couple d'allèles, soit donc le gène qui code pour la couleur des graines chez le pois, avec l'allèle nommé J dominant qui code pour une couleur jaune et l'allèle V récessif qui code pour une couleur verte. Le problème qui se pose pour les deux phénotypes. Pour le phénotype vert, le problème ne se pose pas puisque c'est un phénotype récessif. Donc le génotype possible, le seul génotype possible, c'est bien entendu VV, soit homozygote. Pour le deuxième phénotype qui est jaune, là, par contre, le problème qui se pose, c'est que ce phénotype peut avoir donc deux génotypes possibles. Vous voyez donc que les génotypes JJ et VV partagent le même phénotype. Et le moyen le plus simple pour valider l'une des deux hypothèses est bien entendu de réaliser un test cross, c'est-à-dire de croiser un tel individu, donc de croiser l'individu présentant ce phénotype. Le premier cas possible avec un individu présentant un phénotype récessif dont on est sûr et certain qu'il est tombé sur une génération homogène, uniforme. Remarquez bien que 100% d'individus de plantes, bien entendu issues de la germination des graines, donnent des plantes à graines jaunes. Et en partant de l'application de la loi d'uniformité de la génération hybride, soit donc la première loi de Mendel, on peut confirmer que l'individu croisé
est homozygote. Donc les deux parents étant de race pure, donc l'autre aussi est homozygote. Le deuxième cas possible, c'est obtenir une génération, cette fois-ci par contre hétérogène. Et par conséquent, la réapparition de caractères récessifs ne peut s'expliquer que par la non-pureté d'un tel parent. Donc dans ce cas-là, il est sûr et certain donc, que l'individu est hétérozygote. Voilà donc le premier intérêt d'un test cross. Deuxième usage possible pour un tel croisement, c'est dans le cas d'un polyhybridisme. Il va nous servir donc à localiser les gènes. Les qu'on a plus d'un gène, donc la transmission de deux couples d'allèles, soit deux gènes, il est tout à fait nécessaire de pouvoir situer ces gènes, wash liés ou indépendants, parce que le mode de transmission dans un cas n'est pas le même que dans l'autre cas. Prenons l'exemple. Dans le cas d'un dihybridisme, donc on va prendre l'exemple de deux caractères chez la tomate. Chacun des deux caractères est sur la dépendance d'un gène avec un couple d'allèles. Le premier gène, dans l'allèle dominant, grand R, code pour la résistance à un champignon, le fusarium. L'allèle petit r code pour la sensibilité à ce champignon. Le deuxième gène code pour la taille des fruits. L'allèle grand G code pour les fruits de petite taille, il est aussi dominant. Et l'allèle petit g qui code pour les fruits de grande taille, soit donc récessif. Pour comprendre et interpréter le mode de transmission des gènes, il est nécessaire de savoir les localiser. Soit donc liés. Vous remarquez là que les deux locus, donc ce locus et celui-là, sont portés par le même chromosome, donc et par conséquent deux couples d'allèles, une seule paire de chromosomes. Soit qu'ils sont indépendants, et dans ce cas-là, le génotype s'écrit de cette façon. C'est-à-dire que chaque couple d'allèles est supporté par sa propre paire de chromosomes. Le mode de transmission n'est pas la même, bien entendu, dans les deux cas. Le moyen le plus facile pour justement valider l'une des deux hypothèses, c'est le test cross, c'est bien entendu un individu hybride pour les deux, hétérozygote pour les deux caractères, avec un double récessif dont on est sûr et certain qu'il est homozygote pour les deux gènes. Dans le cas de test cross, les résultats obtenus sont les suivants. Dans ce cas spécialement, vous remarquez, on obtient 4 phénotypes différents, donc notamment ce phénotype-là et celui-là. Vous remarquez bien que les deux phénotypes associés chez un même parent sont restés l'un à côté de l'autre chez la descendance. Donc on qualifie ce phénotype de phénotype parental. De même pour celui-là. Vous remarquez que les deux caractères sont restés. Donc hada abawi, hada bjouj abawiya, hada wa hada. Par contre, là vous remarquez ces deux-là, il y a une recombinaison. Donc un de ces caractères se retrouve à côté d'un des caractères de l'autre parent. Et par conséquent, ce sont donc des types recombinés. Vous allez remarquer que les phénotypes recombinés, notés TR, types recombinés, qui sont grand R, petit g et petit r, grand g, représentent 49,9% des descendants et 50,1% des phénotypes parentaux. Vous remarquez donc qu'il y a une équiprobabilité, les proportions étant pratiquement égales pour les phénotypes PR parentaux et pour les phénotypes recombinés. On parle donc d'une équiprobabilité. Par conséquent, ceci ne peut s'expliquer que par une disjonction allélique aléatoire au cours de la méiose, spécialement au cours de la formation des gamètes. Ceci nous ramène à la troisième loi de Mendel, et par conséquent, les deux gènes sont indépendants. Bien sûr, la disjonction allélique ne peut avoir lieu que si les gènes sont indépendants. Le deuxième cas possible, prenons l'exemple de d'un croisement entre plantes à fleurs rouges et pétales entiers avec des plantes à fleurs bleues et pétales découpés. Les graines issues de ce croisement sont semées, on obtient uniquement des plantes à fleurs mauves et pétales découpés. Ce n'est pas un test cross, bien entendu, le fait d'obtenir une génération homogène, uniforme. Remarquez bien que
l'uniformité de la génération hybride. F1 confirme la pureté des parents pour les deux gènes. Autre chose, pour le caractère couleur, vous allez remarquer quand même que les individus de la F1 n'ont de phénotype ni bleu ni rouge. Donc en fait, donc ce n'est ni rouge ni bleu. Il y a donc une codominance entre les deux allèles. Remarquez que la couleur obtenue, c'est une couleur mauve. Pour le caractère pétale, par contre, celui de la F1 est un phénotype parental, donc il y a une dominance. Découpé étant un phénotype dominant, on va le noter grand T, et entier, c'est un phénotype récessif, on va le noter petit t. Vous allez remarquer quand même que le test cross est là donné 4 phénotypes là encore, dont 2 parentaux, illustrant ceci de plus près. Donc vous voyez bien que 4 phénotypes, dont ce phénotype qui est bien entendu parental, celui-là aussi parental. Vous allez remarquer que les phénotypes parentaux sont nettement mieux représentés que les phénotypes recombinés. Vous allez remarquer effectivement que la génération étant diversifiée au cours de la formation des gamètes, il y a eu donc un brassage. Dans ce cas, les phénotypes type recombinés représentent 95,7%, alors que les phénotypes type recombinés ne représentent que 4,3%. Désolé, les phénotypes parentaux représentent 95,7%. Ce sont les recombinés qui représentent 4,3%. Ceci veut dire que les types recombinés sont dus à un crossing over. C'est le brassage intrachromosomique qui en est la cause. Donc sa diversification, c'est le résultat de brassage intrachromosomique. Et par conséquent, les gènes sont liés. Quand on aura élucidé ce problème, l'interprétation des deux tests cross devient tout ce qu'il y a de plus simple. Pour le premier cas, rappelez-vous que les phénotypes des parents étant donc grand R, grand G, c'est-à-dire résistant et petit fruit, l'autre parent c'est sensible et gros fruit. Les génotypes possibles, rappelez-vous que celui-là c'est un hybride issu de la F1, donc, et que les deux gènes sont indépendants. Vous allez remarquer que ce couple d'allèles et ce couple d'allèles étant chacun porté par sa propre paire de chromosomes, là, c'est bien entendu homozygote pour les deux gènes, puisqu'il est doublement récessif. Les deux couples d'allèles étant indépendants, l'hybride de la F1 produit 4 types de gamètes avec une équiprobabilité. Maintenant, le brassage interchromosomique qui fera suite donc à une séparation aléatoire pendant la phase 1. Vous allez obtenir donc des gamètes grand R, grand G, grand R, petit g, petit g et petit r, grand G. Alors que celui-là, il va engendrer un seul type de gamète. Là encore, le brassage interchromosomique, mais il n'aura aucune influence puisque l'individu est homozygote pour les deux gènes. L'échiquier serait très simple. Donc, les gamètes parentaux, en se rencontrant, ils vont donner 4 types de phénotypes avec une équiprobabilité. Le deuxième cas de la couleur et de la forme des pétales dans le deuxième cas illustré, rappelez-vous les phénotypes parentaux, donc mauve, couleur mauve, rappelez-vous, c'est BR, puisque BR, bleu et rouge sont dominants. Grand D, c'est pétales découpés. L'autre parent, il a des pétales rouges avec des pétales entiers. Les génotypes possibles, rappelez-vous que les deux gènes étant liés, donc vous remarquez que les deux couples d'allèles sont portés par une même paire de chromosomes. S'il n'y avait pas de crossing over, s'il n'y avait pas de brassage intrachromosomique, ce génotype m'engendrerait que 2 types de gamètes, soit donc les types parentaux. Mais comme il y a eu un crossing over, on va obtenir 4 types de gamètes avec notamment les gamètes recombinés grand B, petit d et grand R, grand T, avec des proportions très très faiblement représentées. L'échiquier donc étant celui-là, on va obtenir 2 types parentaux avec 95,7% et 2 types recombinés avec un pourcentage de 4,3%. Donc remarquez finalement que quand on aura répondu à une telle question, quand on aura situé les deux gènes, eh bien, l'explication, l'interprétation devient tout ce qu'il y a de plus simple. Donc l'échiquier demandé n'est qu'une chose de simple. Voilà, merci et à la prochaine.